Bonsoir, chers amis. Et d'habitude, le Medif fait des soirées conviviales. Et là, je vois que ça va être un Zoom convivial puisque je vois des retrouvailles quelques années plus tard. Alors, d'abord, je voudrais me présenter. Donc, je suis Gérard Corchia, pédiatre, ancien interne des hôpitaux de Paris et en Israël depuis 1986. Et nous avons créé avec quelques amis l'association MEDIF qui regroupe le corps médical francophone israélien et le corps paramédical francophone. Ceci, il y a aujourd'hui 31 ans. 31 ans que cette association existe et est là pour aider tous nos amis à se faire reconnaître en Israël. Et donc, vous êtes encore les bienvenus. Ceux qui restent encore en France peuvent encore aider, il y a de la place. Alors, je voudrais donc présenter les autres présidents d'associations qui participent. Notre ami le docteur Marc Cohen, président de l'OSE, qui va peut-être après se présenter lui-même, dire ce que c'est que l'OSE, et notre ami Luc Benatar de Magen David Adom France, qui, je ne sais pas s'il est en ligne, Luc. Non, il répond pas. Bon, alors, pourquoi ce premier Zoom? Alors, le Medif n'a pas fait d'activité depuis plus de 10 mois. Nous avons fêté les 30 ans du Medif en février et depuis, on était en chômage technique et à cause de ce fameux coronavirus. Et donc là, notre première activité nouvelle, c'est ce premier Zoom. J'avais hésité longtemps à faire des Zooms et donc c'est le premier à cause, ou j'allais dire à cause ou grâce à ce vaccin. Et on a jugé en effet qu'il était extrêmement urgent de parler de ce vaccin, car tous se posent des questions sur ce vaccin, tous ont beaucoup de questions sur ce sujet, et c'est pourquoi nous avons pensé que la personne la plus apte à répondre à ce sujet et à faire cette présentation, c'était Irène Fermand. Alors, notre amie Irène Fermand, comment la présenter en quelques mots? Peut-être qu'elle va elle-même se présenter, mais je dirais simplement qu'elle est immunohématologue, spécialisée en pharmacovigilance depuis de très nombreuses années, au moins 20, qu'elle a créé ISOP Israël, et elle va vous expliquer elle-même ce qu'est Israël. Je voudrais ajouter jour et nuit sur ce sujet depuis des mois. Et surtout, je voudrais insister sur un fait qu'elle fait tout ça bêtement, et j'insiste bien là-dessus, et elle a tenu à ce que je le dise. Elle n'est pas aucune société pharmaceutique, ni elle, ni moi-même d'ailleurs. Et, euh, et donc, voilà, je vais lui donner tout de suite la parole. D'abord, je voudrais remercier tous les associations participantes qui ont au pied levé commencé à répondre à l'information. Et puis, dire un peu ce que je suis. Bon, d'abord, je suis médecin. J'ai passé quand même plus de 25 ans en pharmacovigilance, c'est-à-dire la sécurité des patients, la sécurité des produits sanguins, la sécurité des médicaments, donc des vaccins et des dispositifs médicaux. Je connais le monde de l'industrie pour y avoir travaillé pendant très très longtemps. Et je suis fondatrice et présidente de ISOP Israël. ISOP Israël, c'est le chapitre israélien de la Société internationale de pharmacovigilance. Ce que je ne suis pas, c'est virologue, infectiologue, généticienne, immunologiste de pointe. En fait, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Parce que 2 mois après le début du Covid, où toutes les activités, exactement comme disait Gérard, ont été mises de côté, toutes les activités de ISOP Israël, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est en train de se passer. J'ai commencé surtout par tout ce qui était les technologies israéliennes qui étaient en train de se développer, pas seulement israéliennes d'ailleurs, mais qui étaient très développées en Israël, surtout par l'hôpital Sheba et d'autres hôpitaux, et qui étaient en train de nous montrer qu'il y avait un amorcement d'un changement vraiment radical pour l'avenir de la médecine.
et des technologies et de l'organisation des systèmes de santé, je suis passée avec toute la passion qui me caractérise à l'étude de ce qui se passait dans les vaccins. Parce que je me pose exactement la même question que vous tous, mais comment c'est possible de développer un vaccin en 1 an alors qu'il faut au moins 15 ans? Donc, évidemment, je vous apporte mon œil de pharmacovigilante, c'est-à-dire que c'est sous cet œil-là. Ce que je vous présente, c'est une revue de la littérature scientifique que j'ai faite de façon extensive, et je sais que quand je dis extensive, c'est vraiment extensif, et que malgré ça, évidemment, j'ai pu ni tout lire, ni tout voir. Je me suis inscrite à des congrès internationaux qui duraient 1 semaine de vaccinologie. Donc, en fait, j'ai résumé tout ça. Et puis, j'ai voulu partager parce que ça me semble être la mission de ISOP Israël. Alors, quand même, une chose qui est importante, c'est la déclaration d'intérêt. Je n'ai absolument aucun intérêt ni conflit d'intérêt avec l'industrie. ISOP Israël n'est sponsorisé absolument par personne. Enfin, quand je dis personne, c'est plutôt un peu moi et mon mari. Et je voudrais juste vous dire que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai lu. Ça peut être vrai aujourd'hui. Et déjà, il y a des choses qui sont vraies aujourd'hui et qui étaient vraies il y a 15 jours et qui sont plus vraies aujourd'hui. Donc, peut-être que demain, elles ne seront pas vraies. Donc, je vous demande de prendre en compte le fait qu'on a une somme de connaissances qui arrive à toute vitesse et que peut-être que je vais dire des choses qui datent d'il y a 2 jours et qui seront démenties d'ici 3 jours. Zut. Voilà. Et une autre chose qui me semble très importante, parce que le débat a pris a été fait avec une telle passion et une telle virulence que je trouve que la règle de Gandhi, elle est très importante, c'est de la tolérance mutuelle, de garder le doute et l'esprit scientifique dans tout ce qui nous concerne et d'accepter qu'on peut avoir une vérité avec des angles différents. Ceci dit, voilà un peu notre programme de ce soir. Alors, surtout, les principes de la vaccination très, très vite. Et surtout, je vais vous parler des différentes technologies, comment on développe un vaccin, pourquoi il a été développé aussi vite, comment on donne le feu vert au vaccin, comment ils ont été financés. Enfin, quand même, beaucoup de choses, beaucoup de questions qui n'arrêtent pas de revenir. Et puis, cette infodémie, qui est le nouveau mot à la mode et qui est ressenti comme étant un danger encore plus grand que la pandémie. Je pense que vous êtes tous d'accord que dans ce dernier siècle, il y a eu quand même des piliers, des milestones qui se sont produits en médecine, qui ont été qui ont sauvé des centaines de vies humaines. Et parmi ceux-là, on peut dire qu'il y a la vaccination, les antibiotiques, toutes les notions d'hygiène et l'anesthésie, plus évidemment toute la technologie qui a évolué. Mais je pense que parmi les grandes inventions de ce siècle, on peut citer la vaccination. Alors, un rappel ultra bref, puisque vous savez tous par cœur tout ça, de comment est-ce que... attendez, hop, voilà. Comment est-ce qu'on est immunisé? Alors, le virus, c'est quand même extrêmement simple. Une membrane, un ARN et des spikes, la fameuse spike protéine qui provoque, qui est l'un des antigènes qui provoquent la réponse immunitaire. Alors, voilà en imagerie particulière. Alors, comment le coronavirus nous affecte? Avec son spike, il trouve un récepteur sur nos cellules et donc il est en endocytose à l'intérieur de la cellule et il relâche son ARN qui contient plein de gènes, dont celui de la protéine S, et qui va utiliser la machinerie de notre
cellules pour fabriquer plein de petits virus et ensuite les relâcher dans le sang. Et ensuite, dans le sang, ces virus sont captés par les cellules qui présentent l'antigène et qui va montrer et amener l'antigène viral, les antigènes viraux, ce serait plus exact, au lymphocyte T helper. Et le lymphocyte T helper, c'est vraiment le coordinateur de toute la réponse immunitaire puisqu'il va à la fois activer le lymphocyte B pour la fabrication d'anticorps et la réponse cytotoxique. Donc, on a à la fois la réponse humorale humorale et cellulaire. Et toutes les deux vont donner lieu à des cellules mémoire. En fait, c'est exactement ce qu'on va utiliser dans la vaccination sans avoir la maladie. Comme vous vous souvenez certainement, la réponse immunitaire, elle est toujours en deux temps. Lors de du premier contact avec l'antigène, on a une réponse primaire qui est lente, puisqu'il faut que notre corps apprenne à fabriquer un anticorps sur cet antigène nouveau. Donc, il lui faut le temps. Elle est donc plus lente et pas très forte. Par contre, comme elle a des cellules mémoire, lorsqu'elle est pour la deuxième fois en contact avec ce même antigène, elle va y avoir une réponse beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Et c'est quelque chose qu'on a évidemment beaucoup utilisé dans la transfusion. Alors, les technologies de fabrication des vaccins, et en fait, c'est ça qui a été le plus incroyable. En fait, je voudrais faire une toute petite mise au point. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est qu'on m'a reproché d'être un peu enthousiaste. Alors, premièrement, je suis malheureusement et optimiste et enthousiaste de nature, mais en l'occurrence, mon enthousiasme, c'est vraiment d'avoir découvert comment les nouvelles technologies qui avaient été mises en place allaient complètement changer la façon dont on va faire les vaccins, dont on va faire des traitements contre le cancer, dont on va faire des essais cliniques, dont on va faire des AMM, des autorisations de mise sur le marché. Ça a cassé tous les moules qu'on connaissait. Et en fait, tout était prêt. C'est comme la télémédecine. Je vais vous donner un exemple hors du Covid, comme ça vous donnera un parallèle. La télémédecine, par exemple, à Sheba, ça faisait 2-3 ans qu'ils la préparaient. À la fin de 2019, ils avaient dit, dans un an, on aura 50% de Sheba qui sera complètement en télémédecine. Avec le Covid, en un mois, il y a 80% de Sheba qui était en télémédecine. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des technologies, des choses qui étaient prêtes et qui étaient lentement en train de se mettre en place. Et c'est exactement la même chose pour les nouvelles technologies des vaccins. Elles étaient prêtes et elles étaient préparées depuis déjà 10 à 15 ans. Alors maintenant, on revient aux approches classiques. Les approches classiques dans un vaccin, c'est d'amener l'antigène. Alors, on l'amène de plusieurs façons et voilà les différentes façons. Par exemple, jusqu'à maintenant, les approches classiques, c'était l'antigène, le vaccin qui était inactivé, comme par exemple l'hépatite A, grippe, etc. Et dans lequel donc on injectait le virus inactivé. La deuxième, qui était tué, donc. La deuxième approche, c'était de faire un vaccin qui était vivant, atténué, donc en fait, qui n'était pas complètement, qui n'était pas donc mort. C'est le cas de la rougeole, de la variole, etc. Et vous voyez que ces deux approches-là, ce que je vous ai mis en rouge, ce sont les approches classiques et qui sont mises en place en ce moment beaucoup en Chine. Wuhan, Sinopharm et Sinovac sont en Chine, Indian Council aussi en Inde et Bharat en Inde aussi. Une autre approche, c'est au lieu de donner le virus atténué ou tué, on a donné que la protéine qu'on a enveloppée dans quelque chose. Et c'est aujourd'hui ce que propose, ce qui est en rouge, Sanofi, Novavax, Covax, et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour l'hépatite B, la coqueluche, etc.
Et puis, dernière approche encore classique, en fait, on fabrique un espèce de vaccin complètement vide à l'intérieur et on l'arme de toutes les spikes de protéines. Donc, c'est par exemple ce qui est utilisé pour le chikungunya ou l'HPV. Donc, ici, on présente l'antigène. Nouvelle approche, on ne présente pas l'antigène, on donne le code pour fabriquer cet antigène. Et c'est cette nouvelle génération de vaccins qui va, à mon avis, pas seulement à mon avis évidemment, mais à mon humble avis et à l'avis de gens beaucoup plus importants que moi, c'est quelque chose qui va être une révolution dans l'histoire de la médecine. Alors, il y a une façon de faire qui est de prendre un vaccin très connu comme l'adénovirus, qui est absolument pas pathogène et qu'on a utilisé par exemple pour l'Ebola, dans lequel, à l'intérieur de l'ADN de cet adénovirus, on a mis l'ADN, on a transformé donc l'ARN du virus du Covid et on a mis un brin dans l'adénovirus. C'est le cas de AstraZeneca, de Merck Pasteur et de l'Israel Institute Biological Research. Donc, ça, c'est déjà une approche déjà très, très nouvelle, puisqu'on ne donne pas l'antigène, on donne le code pour fabriquer l'antigène. Deuxième approche, le vaccin ADN, qui est celui qu'on a utilisé ou qui est à l'étude pour le SARS-1, H1N1, Zika, etc. Et qui est pour l'instant étudié par les sociétés qui sont en rouge, où on va prendre un brin d'ADN sans même le mettre à l'intérieur d'un virus comme l'adénovirus. Alors après, on l'entoure de ce qu'il faut pour que ça puisse pénétrer dans la cellule. Et puis, le vaccin ARN, qui est celui de Moderna, de Pfizer, CureVac et Arcturus, qui est donc un ARN messager qu'on a enveloppé dans une enveloppe de lipides. Alors, juste 30 secondes de rappel de l'ARN messager, parce que je sais que vous connaissez tout ça, mais j'adore cette image, en fait, qui dit que l'ADN, c'est en gros un livre de cuisine dans une bibliothèque, avec toutes les recettes de cuisine. L'ARN messager, c'est le commis du chef qui prend une recette, c'est-à-dire un gène, un seul gène, et qui l'apporte au chef, c'est-à-dire le ribosome, qui va fabriquer la protéine, son gâteau. En gros, vous voyez que c'est un process qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire de l'ADN à l'ARN au ribosome. Pour être un tout petit peu plus précise, au niveau du vaccin de l'ARN qui code pour l'antigène et que pour l'antigène de la spike protéine qui n'est pas pathogène, mais qui est immunisante, rentre dans la cellule qui est la cellule qui présente l'antigène, fabrique l'antigène par la synthèse des protéines, qui va être reconnue par les cellules du système immunitaire avec une réponse immunitaire immédiate et une mémoire immunitaire. Alors, les vaccins RNA, c'est nouveau, c'est pas si nouveau que ça, puisqu'on travaille sur les vaccins, sur cette technologie depuis, vous voyez que le plus ancien, c'est déjà 2013. Alors, quand on dit des phases 1, ça veut dire qu'on a travaillé sur l'homme. Donc, c'est pas quelque chose où on n'avait jamais injecté à des volontaires. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2,5 millions aujourd'hui, hier plutôt, il y avait 2,5 millions de personnes qui avaient reçu le vaccin. Alors, pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire un vaccin aussi rapidement et pourquoi est-ce que c'est un exploit historique? Alors, quand on fait quand on fait un essai, quand on veut mettre en place un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, d'abord, on a toute la recherche fondamentale sur sur quoi on va travailler.
Et donc, au bout de plusieurs années, on va passer, quand on a trouvé un candidat, on va faire de la recherche préclinique chez les animaux. Et ensuite, on passe à la recherche clinique chez l'homme. Donc, en général, cette recherche clinique, elle dure de 5 à 7 ans et on passe entre la phase 1 et la phase 3 de 10 à 100 et à quelques centaines ou quelques milliers en phase 3. Ensuite, on soumet le dossier qui est analysé par les agences et en général, ça prend 1 ou 2 ans. Et ensuite, une fois qu'on a l'autorisation de mise sur le marché, on construit les usines et on fabrique. Donc, en général, ça met 15 ans. Alors, comment est-ce qu'on a pu faire pour aller plus vite? La recherche fondamentale, en fait, elle était déjà préexistante puisqu'on avait fait une recherche très active sur le SARS-CoV-1 et sur le MERS-CoV. Donc, on avait déjà toute cette phase, elle était prête. Ensuite, dans la recherche préclinique, on avait déjà des données qui avaient été faites grâce à cette recherche préalable et à celle qu'on faisait, puisqu'en fait, il y avait déjà des recherches, pas seulement sur le Covid, enfin sur le corona, mais aussi sur la grippe, sur l'Ebola, puisque en fait, cette technique, je parlerai après de la technique. Donc en fait, on avait quand même quelque chose au niveau préclinique. La recherche clinique chez l'homme, en fait, comment ça s'est passé? On a commencé à faire se chevaucher les phases. Et au lieu d'avoir des phases avec 10 patients en phase 1 et 100 patients en phase 2, on en a fait beaucoup plus. Alors, attendez, il faut que je retourne en arrière. Je ne sais pas comment. Excusez-moi, je repars en arrière. Et en fait, dès qu'on avait des résultats de phase 1, on pouvait déjà commencer à fabriquer la phase 2, à mettre en place la phase 2 et à mettre en place la phase 3. Je vous rappelle que la phase 1, c'est uniquement la sécurité. La phase 2, c'est à la fois de chercher, il faut une dose, il faut 2 doses et aussi la sécurité. Et la phase 3, on commence aussi un peu l'efficacité. Et la phase 3, c'est efficacité, sécurité. Et en même temps qu'on faisait ces essais cliniques, on a commencé à construire les usines et à fabriquer les vaccins. C'est-à-dire que c'était un risque financier absolument phénoménal qui n'a pu être fait que grâce au fait que ça a été financé par, on va voir tout à l'heure les financements, mais qu'il y a eu des financements absolument inimaginables et pas vus dans l'histoire de la médecine pour pouvoir, à risque, commencer à fabriquer quelque chose dont on ne sait pas du tout si ça va servir à quelque chose ou à rien. L'analyse du dossier a mis quelques mois au lieu de 1 ou 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite au fur et à mesure. Quand vous faites un essai clinique normal, vous faites toute la recherche préclinique, puis vous faites toute la recherche clinique, vous écrivez votre dossier, et ensuite vous l'amenez entier à la FDA ou à l'agence européenne. Là, les analyses, elles se sont faites en parallèle. C'est-à-dire que dès qu'il y avait les premiers résultats de phase 1, elles étaient analysées. Et en fait, il y a eu une coordination entre les autorités de santé et les autorités réglementaires plutôt, les autorités réglementaires et les industriels ou les académiques, puisqu'il y a aussi de la recherche académique, qui a permis de mettre ça en place. Donc il y avait le financement, il y avait la mise en place de cette revue parallèle, et il y avait aussi le fait que c'est devenu prioritaire et que tout le reste a été mis en priorité, en low priority. Ce qui veut dire qu'au lieu de mettre 10 personnes, ils en ont peut-être mis 100, il y a par exemple, il y a un process qui est très décrit. Quand un industriel dépose un dossier, l'agence, la FDA, elle a par exemple 2 semaines ou 6 semaines pour répondre, pour donner rendez-vous. Et là, elle répondait en 2 jours. Alors, c'est pas parce qu'elle a rien, c'est pas parce qu'elle a
vu quelque chose qu'elle a vu en vitesse. Elle n'a rien vu. Au lieu de donner le rendez-vous en 6 semaines, elle l'a donné en 2 jours. Voilà, c'est pour vous expliquer aussi comment tout le monde s'est mis à fabriquer ça. Donc, ça, c'était en octobre, il y avait 65 vaccins en essais cliniques chez l'homme. Le 7 décembre, il y en avait 76, donc j'imagine qu'il y en a encore plus. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a encore, finalement, on n'en a aucun qui est approuvé, on en a 6 qui sont approuvés pour des utilisations d'urgence, ce qui veut dire qu'elles sont approuvées de façon conditionnelle, sous surveillance et avec des conditions extrêmement strictes pour pouvoir faire un suivi et avec des obligations très importantes pour l'industrie pharmaceutique. Alors voilà, un peu en résumé, vous voyez ici tous les stades qui se font d'habitude l'un après l'autre, où on a d'abord, avant d'avoir le dossier, on commence seulement après à construire. Et vous voyez que là, ça nous menait en 2034. En fait, voilà ce qui s'est passé. Alors, c'est drôle parce que ça, c'était écrit le 30 avril. Le New York Times, c'est une extraordinaire source d'information par une journaliste scientifique qui vient de Harvard. Donc, je pense que c'est très, très bien fait. Et voilà, en avril 2020, elle disait voilà comment tout va se faire en parallèle et on arrivera en août 2021. Donc on a été encore plus vite. Voilà le tableau avec les différentes sociétés et vous voyez qu'ici on est ce qui était prévu et ce qui est arrivé. Moderna avant janvier 2020, BioNTech, Oxford qui va être peut-être un tout petit peu plus, qui va être un tout petit peu plus loin, Johnson & Johnson et Sanofi qui vont être les prochains à venir. Alors, les États-Unis ont mis en place une opération qui s'appelle Warp Speed, qui veut dire la vitesse de la lumière. Et voilà pourquoi il y a eu cette rapidité. Premièrement, il y a eu le fait que le génome a été décodé, le génome du coronavirus a été décodé de façon extrêmement rapide par les Chinois en janvier 2020. On a commencé les premiers cas, je ne sais plus si c'est septembre ou décembre. En tous les cas, en janvier 2020, ils ont décodé le virus et ils l'ont mis à la disposition de tout le monde. Alors ça, déjà, c'est quand même une grande première. Ensuite, il y a eu l'utilisation des nouvelles technologies avec des gens quand même qui continuent sur les vaccins conventionnels, aussi peut-être parce qu'ils n'avaient pas ou les moyens ou déjà des recherches sur les autres vaccins, les autres approches plus nouvelles. Et puis, ces vaccins génétiques d'ARN et d'ADN qui, eux, donnent le code. OK, on a dit. L'expérience existante, avec l'ARN, sur les autres coronavirus, sur les autres pandémies, sur le cancer, sur des vaccins animaux, et les phases parallèles, c'est-à-dire les essais cliniques, la fabrication, la revue réglementaire et la distribution. Et maintenant, le financement, évidemment. Comment c'est possible d'arriver à faire quelque chose comme ça? En fait, il y a eu quelque chose d'absolument unique aussi dans l'histoire de la médecine, avec les États qui ont financé des sociétés ou des académiques pour leur dire, voilà, par exemple, les États-Unis ont donné 11 milliards de dollars, l'Europe a fait la même chose, je ne sais pas combien de milliards de dollars, mais l'Europe a fait la même chose. Beaucoup d'États ont donné de l'argent à des sociétés qui n'auraient jamais eu la capacité de pouvoir mettre en place ni les essais cliniques, ni la fabrication, ni de construire les usines. Il n'y a pas seulement des États, il y a aussi des fondations comme Bill et Melinda Gates, il y a aussi l'OMS, et par exemple, il y a eu une espèce de conglomérat qui s'appelle le COVAX ou le CEPI,
qui en fait est un groupe de non-governmental association qui ont pour but d'aider à la recherche, surtout pour les pays en voie de développement enfin, les pays en voie de développement. Donc, par exemple, le COVAX, où il y a une partie qui est l'OMS et puis d'autres pays qui participent, comme il y a 75 pays qui participent, donc en fait, il y a une mise en commun d'argent. Et là, j'aime beaucoup ces chiffres parce qu'en fait, ils sont partis de ces chiffres suivants. Le coût du Covid, c'est 500 au monde, pour le monde, 500 milliards de dollars par mois. Fabriquer un vaccin, ça coûte 2 milliards de dollars pour acheter des doses qui vont être distribuées en 2021. Et la recherche coûte 2 milliards de dollars. Donc, en fait, devant 2 milliards de dollars à mettre dans la recherche par rapport aux 500 milliards par mois, il n'y avait pas photo. Donc, en fait, c'était pour encourager tous les pays, et surtout les pays en voie de développement, à participer à chacun à leur niveau. Donc, je vous ai dit quels étaient les 5 premiers vaccins. Et il y a des vaccins, si on parle de financement, il y a des vaccins comme par exemple Pfizer-BioNTech. Ces vaccins-là ont été fabriqués sans aucun apport financement de l'État. Ça a été un financement de Pfizer, un financement à ses propres risques. Moderna, lui, a été très aidé par les États-Unis. Il y avait aussi une autre chose que je voulais vous dire. Le prix du vaccin, parce que c'est évidemment très, très discuté, les prix. Le prix du vaccin, c'est à peu près la même chose que le prix du vaccin de la grippe, avec l'engagement de la part des sociétés comme Pfizer ou comme Moderna ou comme d'autres de donner un prix pratiquement un prix coûteux, en tous les cas à un prix extrêmement bas aux pays en voie de développement. Donc en gros, les pays riches vont payer pour les pays pauvres. AstraZeneca a décidé de donner son vaccin à prix coûtant. C'est-à-dire que ce sera à peu près de l'ordre de 2-3 $. Le vaccin de Pfizer et de Moderna, il est autour de 20 $. Alors, comment se passent les autorisations de mise sur le marché d'un médicament ou d'un vaccin? Il faut savoir que quand on dépose un dépôt d'autorisation de mise sur le marché, le dossier, si on imprimait, du temps où on l'imprimait, c'était à peu près, vous imaginez une immense pièce remplie de dossiers jusqu'au plafond. Donc en fait, c'est un dossier d'AMM, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et extrêmement précis, avec des règles extrêmement strictes. Et je vous en parle en connaissance de cause, puisque en ayant travaillé dans l'industrie, j'ai participé, par exemple, à la partie qui s'occupait de la safety, donc de la sécurité, et j'ai écrit beaucoup de risques, de plans de gestion de risque. Donc, tout ce qu'il faut faire, comment on fait le suivi et comment est-ce que tout ce qu'il faut faire pour gérer le risque et comment le diminuer ou le prévoir. Donc, les évaluateurs, ce sont des gens qui viennent de toutes les disciplines, évidemment. Parce que moi, par exemple, quand je faisais un dossier de risk management plan, eh ben, les essais sur les animaux, je n'étais pas capable de les lire de la même façon que quelqu'un qui était spécialiste de ça. Donc, j'étais toujours aidée et c'était vraiment multidisciplinaire. J'allais toujours lui demander, OK, j'ai compris ce que tu as fait, c'est très, très technique. Maintenant, tu m'expliques quel est... Et c'est ce qu'on devait écrire ensemble. Quel est l'impact en médecine humaine avant de commencer la phase 1? Ensuite, l'autorisation qui est maintenant de plus en plus, et surtout avec des nouveaux produits, enfin pas surtout, constamment avec des nouveaux produits, ce sont des AMM à condition. C'est-à-dire qu'on doit avoir un plan de gestion de risque qui dit je vais faire un suivi
post-marketing, soit des essais épidémiologiques, soit des essais cliniques. Par exemple, en Europe, quand on dépose un dossier d'AMM, on a une obligation, une fois qu'on a l'AMM, de mettre en place un plan d'études pédiatriques. Parce qu'on savait très bien que tout ce qui était en pédiatrie était utilisé hors AMM. Donc, on a l'obligation de faire ça. On fait des registres et on met en place donc tout un suivi de ces malades. Il y a toute une surveillance de la logistique qui va intervenir en particulier pour ces vaccins qui doivent être gardés au froid. Évidemment, ce n'est pas seulement le dossier clinique et préclinique qui est vu, mais les usines ont été inspectées pour les Good Manufacturing Practices, pour savoir si chaque lot qui va sortir de l'usine doit être approuvé au préalable par les autorités de santé. Et puis, dans le monde entier, en tous les cas, dans les pays occidentaux ou dans les pays riches, on va dire, il y a toute une organisation qui s'est mise en place pour renforcer le suivi de pharmacovigilance des effets secondaires qui étaient spécifiques au vaccin Covid. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'on n'a que 2 mois de recul dans les essais cliniques avec les vaccins, le suivi des effets secondaires et de l'efficacité des vaccins par la pharmacovigilance va devenir un élément absolument clé. Alors tout d'un coup, mon métier qui était connu par pas grand monde, de pharmacovigilance, tout d'un coup, tout le monde parle des effets secondaires dans la rue, dans les journaux et à la télé. C'est génial. Alors, juste pour vous donner 2-3 éléments sur chacun, je ne vais pas aller dans le détail des essais cliniques de chacun, juste pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de volontaires qui ont reçu, vous voyez qu'on a 200, 960 et 43 000 volontaires. Il y a quelques enfants au-dessus de 12 ans, il y a des adultes de plus de 65 ans, ça a été testé partout. Et 95% d'efficacité, etc. Voilà. Et 2 doses à moins 70 degrés. Moderna, en fait, là, il y a 15 jours, c'était attendu pour le 17 décembre. On est le 23 décembre. C'est autorisé, encore une fois, autorisé à condition en AMM d'urgence. Et de la même façon, 105, 600, 30 000 volontaires. Et donc, ils ont mis en place des études sur les enfants de plus de 12 ans. Alors, la FDA met en place beaucoup de questions-réponses sur l'ARN, que ça a été testé absolument rigoureusement, que la technologie n'est pas nouvelle et qu'elle est étudiée depuis plus de 10 ans, qu'il n'y a pas de virus vivant qui rentre à l'intérieur de ces laboratoires. L'ARN ne rentre jamais dans la cellule et n'agit pas sur l'ADN de la personne. 2 mots là-dessus parce que ça fait un tel, ça fait un tel bruit partout. Pour qu'un ARN rentre dans le noyau, il faut qu'il y ait une enzyme qui s'appelle la reverse transcriptase. C'est le cas des rétrovirus comme le HIV, qui a un ARN. Avec la reverse transcriptase, il se transforme en ADN, et donc là, il peut peut-être rentrer dans le noyau, ou certainement il rentre dans le noyau. Le virus lui-même n'a pas de reverse transcriptase. Notre cellule n'a pas de reverse transcriptase. Donc l'ARN, il rentre dans notre cellule. En quelques heures, l'ARN messager, quand il a fait son travail, il n'existe plus dans la cellule. Voilà. Je pensais que c'était une chose importante. Pour les vaccins avec un vecteur viral, donc là encore, vous voyez quand même qu'il y a énormément de volontaires qui ont été testés. Et en USA, en Inde,
Et il y a eu un mort au Brésil qui a fait que vous avez tous vu dans les journaux, les essais cliniques de AstraZeneca ont été arrêtés. En fait, ça a été envoyé au Data Safety Monitoring Board qui a décidé que peut-être c'était sous placebo ou en tous les cas que ce n'était pas relié au vaccin. C'est-à-dire ce qui se passe en permanence, tout d'un coup, est venu sur la place publique. C'est-à-dire tout ce qui se passe entre scientifiques et les gens, évidemment, ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre. Et il y a de quoi être complètement boule-balle. Johnson & Johnson, pareil, a été arrêté à cause de ça. Alors, le fameux Sputnik qui a été laissé en Russie, qui était le premier à obtenir une AMM, même si c'est d'urgence, en Russie, et qui a été, à mon avis, très, très spolié par le côté très archi-politique. On reviendra là-dessus. En Israël, c'est un vecteur viral et qui est injecté en une seule dose. On a eu une phase 1. On a fini la phase 1 avec 80 volontaires. La phase 2-3 va commencer en avril-mai. Ils veulent recruter 10 000 volontaires, puis 30 000 volontaires. Donc, ils prévoient les résultats fin août. Il faudra quand même avoir le temps de les lire. Il y a déjà des doses qui ont été produites. Donc, c'est encore un investissement de l'État. Et donc, le vaccin israélien, on pense qu'il ne sera pas disponible sur le marché. Moi, je ne pense pas que ce soit en août, parce que si les résultats sont prévus en août, il faudra quand même quelques temps pour lire le dossier. Donc, plutôt vers la fin, le dernier trimestre de 2020 me semble quelque chose de plus réaliste. Alors, en attendant, les achats de vaccins étrangers par Israël, 8 millions de doses de Pfizer, 6 millions de Moderna et 10 millions d'AstraZeneca. Et je pense qu'on est quand même parmi les premiers pays du monde à se vacciner, en même temps que les États-Unis, en même temps que l'Angleterre. Et je pense que vraiment, on peut être très, très reconnaissant parce que pour nos politiques, parce que quand j'ai vu au début, quand ils ont commencé à parler de milliards de doses qu'il faudrait pour soigner tout le monde, je me suis dit qu'avant que ça arrive en Israël et que tous les USA soient vaccinés, ça mettrait quelques mois. Ben non, on commence en même temps qu'eux, donc c'est beaucoup de chance, je pense. Alors, comme toujours, quand on parle d'un médicament ou d'un vaccin, enfin, là, en l'occurrence, quand on parle d'un vaccin, que ce soit la rougeole, que ce soit la polio, que ce soit quoi que ce soit, il faut comparer le risque du vaccin par rapport au risque de la maladie. Vous êtes d'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, vous voyez que c'est en train de monter de plus en plus. On vient de nous annoncer un Séguerre. On voit que entre le 7 décembre et aujourd'hui, on a eu 200 morts supplémentaires. Donc, le taux de mortalité, en Israël, il est à 0,8% avec 2% de cas graves, en sachant quand même que ils ont fait des études où ils ont regardé le excess death. C'est-à-dire qu'ils ont pris le nombre de morts dans chaque pays, le nombre de morts par an, et ils ont regardé la différence entre l'année dernière et cette année, 2018 et 2019. Alors évidemment, tout ne peut pas être attribué au Covid, mais si on a, par exemple, si l'année dernière on avait 100 morts et cette année on a 120 morts, on peut dire que les 120 morts, il n'y a pas plus de morts de cancer, et encore on va y revenir, mais en tous les cas, on pense qu'il y a une sous-estimation de la mortalité. Alors, ils ont fait un grand tableau. Il y a des pays, on pense que par exemple en Israël, la sous-estimation, c'est de 10%. On pense qu'il y a 10% de mortalité en plus.
qui veut dire aussi peut-être 10% de malades en plus qui sont pas diagnostiqués, etc. Et finalement, on se dit, oh, finalement, 2%, 0,8% de taux de mortalité, c'est pas terrible. Le problème, c'est que si on fait une projection sur toute la population d'Israël, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de morts. Donc, moi, j'aime bien ce tableau. C'est surtout pour dire une chose, c'est surtout ça qui m'intéresse. Qu'en fait, à partir de 35-44 ans, chaque année, notre risque de mortalité avec le Covid augmente de 1,5 fois. Et donc, vous voyez ici, c'est à ça que ça correspond, c'est-à-dire à par combien de fois se multiplie notre risque au fur et à mesure de l'âge. On sait très bien qu'on n'est pas égaux devant le Covid. Il se trouve qu'en Israël, l'âge moyen de la population, il est de 30 ans. Alors, c'est peut-être grâce à ça qu'on a une mortalité qui est de 0,8% et qu'on a, je pense, aussi un système de santé qui s'est très, très bien adapté parce qu'on a malheureusement l'expérience des crises et des décisions de guerre et d'attentats, etc. Mais donc, on sait très bien qu'on n'est pas égaux devant le Covid, que le taux de mortalité de 0,2%, il est de 0,8%, il est général, et que quand on a 75 ans ou quand on a du diabète ou d'autres maladies concomitantes, il n'est plus du tout de 0,8%. Alors, si on veut faire le ratio bénéfice-risque du vaccin par rapport au risque du Covid. Donc, en fait, les risques du Covid, on peut dire qu'il y a une mortalité qui est et directe et indirecte. D'une part, c'est les complications de longue durée chez les patients hospitalisés. Il y a une petite étude qui n'est pas très importante, mais quand même, il y a 61% sur une étude sur 350 patients aux États-Unis. Je suis sûre qu'il y en a plus, mais je n'ai pas pu creuser. 61% des patients ne reviennent pas à leur baseline après 14-21 jours, sur 350 patients. 9% des patients n'avaient plus de symptômes. Il n'y avait que 9% des patients qui n'avaient plus de symptômes après 60 jours. Ça, c'est une étude qui a été faite en Italie, c'est-à-dire 13 malades sur 143. Sur les complications à longue durée chez les non hospitalisés, on a quand même parmi les non hospitalisés 35% qui ne retournent pas à leur baseline sans symptômes après 14 à 21 jours. Donc en fait, ça c'est ce qu'on sait aujourd'hui et en fait on sait très bien qu'on en découvre tous les jours. Il y a aussi une mortalité indirecte, il y a cette fameuse mortalité en excès dont je vous ai parlé. Il y a aussi toutes les autres pathologies qu'on a annulées. On a annulé tous les rendez-vous à l'hôpital, la prévention. Il y a beaucoup de choses où les gens avaient peur d'aller à l'hôpital, peur d'aller voir leur médecin et d'aller à l'hôpital. Donc, en fait, forcément, ça augmente la gravité de ces autres pathologies. Et puis, alors, au niveau de la santé mentale, on sait aussi que ça a eu un poids très important. Attendez, je ne sais pas ce qui se passe là. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Voilà. Alors, à part ça, il y a ces fameux variants qui arrivent. Et donc, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Est-ce qu'on va avoir de nouvelles vagues encore plus fortes, encore plus infectieuses, c'est-à-dire encore plus, comment on dit d'ailleurs en français, qui se répand encore plus vite. Il y a aussi, évidemment, et je pense qu'il y en a beaucoup, vous êtes très nombreux à l'avoir vécu directement, c'est l'asphyxie des systèmes de santé. C'est d'une part l'accueil et la gestion des maladies du Covid, c'est les autres spécialités qui étaient mises en attente, c'est l'épuisement des professionnels de santé et le manque de professionnels de santé. Et au niveau économique, évidemment, les problèmes sociaux que cela a créés, les problèmes politiques qui peuvent même, on peut imaginer, dégénérer en crise
crise politique dans des pays. Je ne pense à personne d'ailleurs. Les risques du vaccin, tels qu'ils sont connus dans les essais cliniques, des effets secondaires qui sont connus avec les vaccins en général de la grippe, mais d'après ce que j'ai compris, ils sont plus forts et plus fréquents. Des maux de tête, arthralgie, myalgie, injection, douleur à l'injection, fatigue et fièvre. Moins commun, toujours sur les sites d'injection, et encore moins commun, des adénopathies et des malaises. Alors par contre, en post-marketing, tout de suite, on a eu ces 8 cas d'anaphylaxie qui ont fait le tour du monde. Il y a quand même eu aujourd'hui plus de 2 millions de patients qui sont vaccinés. Alors, juste un mot sur… attendez, je voudrais quand même dire autre chose. C'est que là-dessus, on n'a évidemment qu'un recul de 2 mois. Et qu'évidemment, la question qui se pose, c'est quid des effets secondaires à long terme? Eh bien, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la pharmacovigilance et d'une surveillance extrêmement proactive. Donc, ça, c'est cette fameuse courbe qui est à peu près identique pour Moderna, qui a absolument scotché tout le monde. Parce que la demande, le cahier des charges de la FDA, par exemple, et de toutes les agences, c'était ne nous montrez pas un vaccin s'il n'a pas un minimum de 50 à 60% d'efficacité. Quand ils sont arrivés avec ce chiffre-là, tout le monde était scotché. Attendez, voilà les références à propos de ce que je viens de vous passer. Alors, le suivi, comment est organisé le suivi de la sécurité et de l'efficacité des vaccins? Alors là, vous avez l'Agence européenne qui a mis en place tout un système où, de toute façon, on ne pourra faire de la pharmacovigilance et du suivi de longue durée que si on y est tous impliqués, c'est-à-dire les agences, mais aussi les patients eux-mêmes qui peuvent déclarer leurs effets secondaires, les professionnels de santé que vous êtes, et évidemment les laboratoires. Et donc, notre but, c'est de collecter, analyser, communiquer et de prendre des décisions immédiatement et le plus vite possible et adapter les autorisations de mise sur le marché. Voilà, par exemple, l'une des actions qu'ils ont mis en place, c'est des mesures exceptionnelles de transparence. Et par exemple, alors, comme ça me touche particulièrement, je vais vous mettre ça. Le Risk Management Plan, qui d'habitude est juste un résumé qu'on met pour le public, et là complètement, c'est le Risk Management Plan en entier. Et là, il y a quelque chose d'absolument très important. Est-ce que vous voyez ma barre noire? Non. Non? Non. Non, d'accord. Donc, ça ne vous gêne pas pour lire. Alors, voilà quelque chose qui était très important, c'est que, par exemple, pour les essais cliniques, toutes les données sont publiées après la mise sur le marché. Et elles seront publiées au fur et à mesure. Ça, c'est pour tous les aspects complotistes, qu'on ne donne pas toutes les données, etc. Enfin, moi, je dis on, moi, je ne travaille pas pour Pfizer, mais voilà. Alors, par exemple, en France, ils ont mis en place tout un système pareil, avec des enquêtes, ils ont tout le réseau de centres de pharmacovigilance et ils s'engagent à faire un rapport sur les effets indésirables qui va être publié chaque semaine. David, tu éteins les micros? Ok. Par exemple, voilà ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Ils ont mis en place une application qui est sur smartphone pour que les gens qui sont vaccinés puissent déclarer immédiatement leurs effets secondaires ou le manque d'efficacité. Et maintenant, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter ce que nous, on a fait
pas pour le vaccin parce que c'était prêt à être mis en place à l'hôpital Mariana Yoshua en janvier. Et puis, évidemment, à cause du Covid, tout a été arrêté. Mais tout est prêt à marcher, tout est en place. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on a fait déjà un infographique. Quand vous êtes vacciné et que vous avez un effet secondaire, immédiatement, vous allez chez votre médecin. Mais juste pourquoi on vous demande de faire ça? C'est comme Waze. Quand vous avez un embouteillage, vous l'envoyez sur Waze et ça sert à toute la communauté. Eh bien, quand vous avez un effet secondaire, si vous le reportez, vous servez toute la communauté. La première chose à faire, vous allez voir votre médecin. La deuxième chose à faire, vous rapportez vos effets secondaires soit sur votre ordinateur, soit sur votre smartphone. Ça dure 5 minutes et ça va directement à la fois au ministère de la Santé et ça va sur la base de données de pharmacovigilance d'ISOP Israël, où là, il y a une analyse qui est faite. Et donc, en fait, ah zut, comment on fait pour aller en arrière? Previous. Et donc, quand vous faites ça, vous participez à la connaissance et à la safety pour toute la communauté. Donc, en fait, on a fait ça en hébreu et en anglais. Et voilà ce que ça donne, cette application. Vous voyez ici, c'est en hébreu, mais elle existe dans d'autres langues. Et on peut remplir en quelques minutes. Et c'est gratuit. Et voilà ici le lien que vous pouvez utiliser tout de suite, si vous avez le temps de le copier. Alors, comment ça marche? Ça part de MyEReport, du smartphone et du PC. Ça va au ministère de la Santé et ça va dans notre base de données. Et quand on fait notre base de données, on a des centres pilotes comme par exemple Mariana Yoshua. Alors, on va parler de quelques, on va dire, sujets un peu brûlants. Les allergies. Il y a eu 8 cas d'anaphylaxie, 6 cas qui étaient sur 272 000 volontaires vaccinés. On a quand même eu 2,5 millions, 2,2 millions de vaccinés. Alors, c'est possible qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas eu de déclaration d'effets secondaires. Je ne sais pas. Donc, il y a eu 6 cas aux États-Unis et 2 cas au UK. Et il y a une hypothèse qui est à l'étude. Est-ce que ça pourrait être dû à un élément qui est la membrane de cet ARN, dans laquelle c'est le sac dans lequel on a mis l'ARN, qui est du polyéthylène glycol, qui est un élément qui est présent dans plein de choses, comme le shampoing, le dentifrice. Donc, est-ce qu'on pourrait être sensibilisé à ça? On ne sait pas. Donc, on en saura plus. Tout le monde est à l'étude dessus, mais du coup, il y a des recommandations qui ont immédiatement été mises en place. Voilà, par exemple, quelles sont les recommandations du CDC, qui est le Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis, et qui est repris par toutes les agences. Donc, si vous avez des antécédents d'allergie sévères à d'autres vaccins ou de médicaments injectables, vous devez demander à votre médecin qui doit peser le bénéfice-risque personnel, individuel. Si vous avez des réactions allergiques qui ne sont pas reliées ni à des vaccins ni à des médicaments injectables, comme par exemple la nourriture, le chat, le latex, vous pouvez quand même être vacciné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CDC. Hein. Mais je crois que chacun doit demander à son médecin en fonction de son cas particulier. Les gens qui ont des antécédents d'allergie à des médicaments péros ou des antécédents familiales d'allergie grave, peuvent quand même être vaccinés.
si on fait une allergie grave après le premier, le premier vaccin, bien entendu, on ne fait pas le deuxième. Alors, les mutations. Ça, c'était vraiment à chaque fois, pendant toute la semaine, j'arrivais pas à suivre ce qui était en train de se passer. Les mutations, voilà ce que le ECDC, c'est-à-dire le Centre de suivi des maladies européens, voilà les recommandations. Alors, il faut analyser et séquencer le ou les nouveaux variants. Tout le monde doit s'y mettre. Donc, je peux vous dire que tous les laboratoires du monde entier sont sur les dents. Aussi bien les laboratoires, chez les patients qui ont été infectés ou qui ont été en contact, chez les patients qui ont eu le Covid et qui ont été réinfectés. Il faut reprendre leur sérum et voir si c'était deux souches différentes. S'il y a un échec de vaccination, est-ce que c'est dû au fait que c'est un autre mutant? Et par exemple, s'il y a des nouvelles zones chaudes, rouges d'infection. Il faut essayer de tracer tous les liens épidémiologiques et de savoir remonter d'où viennent ces liens. On sait que justement aux États-Unis, on a pu remonter jusqu'à certains événements où il y avait énormément de gens, des grandes réunions. Communiquer entre les différents États en Europe et en dehors de l'Europe et avec le public et rappeler les règles de sécurité élémentaires, le masque, pas de la distanciation sociale et l'hygiène. Alors, on m'a posé cette question sur le mode d'utilisation et de stockage de Pfizer-BioNTech. Comme on est déjà un petit peu en retard, je vous propose de passer rapidement parce qu'en fait, comme vous pourrez avoir les slides, vous aurez la façon de procéder et on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Et voilà pour Moderna. Voilà, donc en fait, il y a des vaccins qui ont été approuvés d'urgence aux US, en Europe, au UK, en Chine, en Russie, dans les Émirats et puis en attente dans d'autres pays. Le calendrier, la liste de priorités, le calendrier décembre 2020, les premiers AMM, janvier, les premières vaccinations, et en fait, ça a déjà commencé, et deuxième semestre, vaccination généralisée et vaccination, le vaccin israélien. Et le professeur Gamzou, qui était l'ancien je ne sais pas comment on dit, le tsar ou le commissionnaire du Covid, a dit cette phrase complètement qui m'a scotché que la fin de la pandémie, il la prévoyait. Alors, je ne sais pas s'il pensait à Israël ou ailleurs. Je trouve ça très optimiste. Il a dit que la fin de la pandémie, il la prévoyait pour la deuxième moitié de 2021. On va prier pour que ce soit vrai. Alors, distribution des listes de priorités selon l'OMS, eh bien, en fait, vous allez voir que il y a des différences, surtout pour les moins de 12 ans, enfin les moins de 12 ans non, mais pour les femmes enceintes, l'OMS disait on attend, eh bien, en fait, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup des pays. Alors, Marc Cohen nous a fait la stratégie de la vaccination en France, il nous a fait 2 slides. Tu prends la parole ? D'accord. Je te passe tes slides, d'accord? OK. Alors, c'est sur… vas-y, commence, tu parles et puis je passe tes slides. En fait, c'est très simple. Hein, c'est la stratégie qui a été définie. Allô? Donc, oui, vous m'entendez? Oui. C'est la stratégie qui a été définie par la… On t'entend très mal. Alors, vous savez, le régional de santé qui vous donne des directives. Vous m'entendez là? Oui, c'est mieux. C'est mieux? Oui. Donc, en France, on a l'HAS qui va donner des recommandations parce qu'il y a un comité scientifique qui réfléchit et qui met les choses à jour tout le temps. Et nous, les soignants, nous recevons directement de l'ARS
des recommandations pratiquement tous les jours. Donc, c'est un peu ce que tu expliquais au début de ton intervention, Irène. Il y a énormément de changements. Donc, ce que je vous ai donné, ce sont les données telles qu'elles ont été présentées par la Haute Autorité de Santé, qui est présidée par le docteur Le Gulliday. En fait, ce qui est très important, c'est ce qu'on veut éviter, c'est des risques de forme grave, puisqu'on sait quand même que dans la majorité des cas, le Covid est bénin. C'est chez certaines personnes que la maladie peut être gravissime, voire mortelle. Donc, les risques, c'est l'âge, les gens qui ont plus de 65 ans ou 70 ans, et surtout les comorbidités, c'est-à-dire des gens qui ont une obésité importante, une insuffisance respiratoire importante, une hypertension artérielle compliquée et non contrôlée par le traitement, une insuffisance cardiaque, un diabète, qui soit de type 1 ou de type 2, une insuffisance rénale chronique, des cancers récents et des cas de transplantation. Donc ça, ce sont les personnes qui devront bénéficier du vaccin en premier. Ensuite, il y a les gens qui ont plus de risques que d'autres d'être exposés. C'est vrai que quelqu'un qui vit dans une maison dans la montagne et qui est perdu et qu'il n'y a personne qui passe, il n'a pas tellement de risque de l'attraper. Par contre, les professionnels médicaux, paramédicaux, les auxiliaires médicaux, toutes les personnes finalement qui travaillent dans le secteur sanitaire ou médico-social, les brancardiers, les travailleurs sociaux, tous ceux qui travaillent dans le service à la personne, et en particulier qui s'occupent des personnes âgées et aussi de certaines personnes handicapées, sont des personnes qu'il faudra vacciner en premier. Donc, ce qui est prévu, c'est, puisque vous savez que l'Agence européenne vient de donner son accord pour le vaccin de Pfizer, ce qui est donc prévu, c'est que dès la semaine prochaine, vont commencer les vaccinations d'abord des personnes âgées, comme je vous l'ai dit, elles étaient à risque, celles qui sont en EHPAD. Une EHPAD, c'est une maison de retraite. Ensuite, ce seront les professionnels du secteur sanitaire et médico-social, les transports sanitaires et tous les professionnels qui sont âgés de plus de 75 ans, qu'ils aient ou non des comorbidités. Donc, voilà les premiers qui seront vaccinés. Ensuite, je pense qu'il y a les slides qui le présentent, c'est assez logique. La phase 2, ça va être toutes les personnes de plus de 75 ans. Une fois que celles-là seront vaccinées, ce sera entre 65 et 74 ans, avec des comorbidités. Et ensuite seulement, ce seront ceux de plus de 65 ans et moins de 75 ans qui n'ont pas de comorbidité. Ça, ce sera la deuxième phase. En fait, on n'a pas de date exacte. Nous savons que ça va commencer, mais comme tu l'as bien expliqué, Irène, il y a un problème de conservation. On est normalement prêt pour pouvoir conserver des vaccins dans les hôpitaux et dans des grands centres qui sont tous complètement repérés sur tout le territoire national. Et donc, les vaccins pourront être maintenus à 70 degrés. Et ensuite, on a une semaine, on a 5 jours exactement pour pouvoir les faire acheminer dans les centres de vaccination qui sont déjà prévus. Et ensuite, ce sera la population qui est moins à risque. Mais normalement, si tout se passe bien, nous devrions au premier trimestre avoir fini de vacciner toute la population à risque en France. Voilà, vous avez la phase 3, qui sont les gens plus jeunes, et puis après c'est… Très bien. Donc, merci beaucoup d'avoir corrigé ça, Marc. Et maintenant, on va voir ce qui se passe en Israël. Gérard, c'est toi qui présentes. Alors, oui, alors d'abord… J'aime beaucoup l'aujourd'hui entre guillemets parce que voilà, c'est vraiment aujourd'hui, pas ce qui sera demain. Alors d'abord, merci à Irène pour avoir très clairement exprimé tout le sujet. Mais tu as été trop vite. Tu peux revenir en arrière, mon ami David. Qu'est-ce que tu as fait là, David? Reviens en arrière. Non. Alors, bon, la première, alors, voilà. Alors, donc, j'ai dit les recommandations du ministère de la Santé israélien aujourd'hui pour recevoir ce vaccin. Alors, je dis aujourd'hui, parce que tout ce que je vais vous dire ce soir n'était pas vrai hier et ne sera plus vrai demain. Alors, en effet, les recommandations changent chaque jour, on peut dire chaque jour, et rendent les médecins praticiens assez fous. Alors, diapo suivante.
Alors, diapo suivante. Oh, oh, oui. Alors, qui doit être vacciné en Israël? Alors voilà, on avait dit au départ seulement les plus de 60 ans. Et puis, très vite, on avait dit par exemple, mets-moi toute la diapo s'il te plaît. On avait dit, par exemple, les femmes enceintes ne doivent pas être vaccinées, de même que les mamans qui allaitent. Non, mais remets-moi toute la diapo complète. Non, 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 où vas-tu? Voilà, ça y est. Je l'ai mise. Voilà, mais laisse-moi 3 minutes. Non, Alors, non, on non, avait dit, j'ai fait une faute donc d'erreur. aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est on doit vacciner les plus de 60 ans et tous ceux qui sont à risque, à peu près les mêmes risques qu'a évoqué notre ami Marco Cohen. Bon, alors à propos des femmes enceintes, comme j'ai dit, la semaine dernière, c'était pas recommandé. Aujourd'hui, c'est recommandé, même pour les femmes qui désirent l'être et pour les mamans qui allaitent. On avait dit pas les mamans qui allaitent, aujourd'hui, les mamans qui allaitent peuvent être vaccinées. Et enfin, on a dit de tout nouveau aussi que les malades qui ont été atteints du Covid-19 doivent être revaccinés ou même s'ils ont été seulement positifs sans signe. Donc, vous voyez un petit peu que tout évolue et je ne sais pas ce qu'il en sera pour demain. Alors, il faut quand même dire que pour le moment, ce n'est pas obligatoire en Israël, mais vivement conseillé par le ministère de la Santé. C'est tout. Merci beaucoup. Après, qu'est-ce que... Oui, c'est tout. Ok, alors on continue. Je vais faire très vite. Alors, en fait, les recommandations, on va passer celui-là parce qu'on est en retard. Alors, quand même, un petit mot sur l'immunité de masse. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, c'est pas grave. L'immunité de masse. Qu'est-ce que c'est l'immunité de masse? Moi, j'aime bien ce dessin parce qu'il est très parlant. Pour arrêter une pandémie, il faut 60 à 70% de vaccinés. Et c'est ce qui s'est passé avec la polio. Ça a mis 20 ans ou 40 ans en Afrique, encore plus. Et l'important, c'est pour protéger les gens qu'on ne peut pas vacciner. Donc, vous avez en bleu des gens qui ne sont pas vaccinés encore en bonne santé, en jaune ceux qui sont vaccinés en bonne santé, et en rouge ceux qui ne sont pas vaccinés, malades et contagieux. Si personne n'est vacciné, eh bien vous voyez qu'au début, il y a plein de gens en bonne santé et que là, il y a plein de gens qui sont malades. Si on n'a que quelques-uns qui sont vaccinés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, la contagion continue à s'étendre, même si elle s'étend un petit peu moins, mais quand même énormément. Donc, on n'arrive pas à arrêter. Si, quand on voit que tout le monde est vacciné en jaune, eh bien, les gens qui ne sont pas vaccinés ou qui deviennent malades, ou même qui ne sont pas encore vaccinés, ne seront pas atteints. Donc, on arrête la pandémie. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. J'ai lu un article très intéressant dans Nature, vraiment, qui disait que, en fait, l'immunité conférée par le vaccin, dans certains cas, est beaucoup plus forte que l'immunité naturelle. C'est le cas pour le tétanos, l'hémophilus influenza type B, la varicelle et le papillomavirus. Et lui, il disait qu'il expliquait de façon très scientifique que peut-être le Covid-19, c'était un bon candidat pour cette superhuman immunity. Alors, à part la pandémie, on a une deuxième épidémie, c'est l'infodémie. Alors, comment ça marche? Ça marche exactement comme le virus. Il y en a un qui le passe à 3, chacun le passe à 3 et ça devient une catastrophe. Et un tel a dit que. Et la seule façon d'arrêter ça, c'est que, il y en a un qui a arrêté parce qu'il n'a pas envoyé de rumeurs sur son chat. Il y en a un qui est allé vérifier les faits. L'autre qui a regardé les sources, mais qu'est-ce que c'est que cette personne ou qu'est-ce que c'est que ce journal? Et l'autre qui a dit, ici, mais comment tu sais que ça se passe comme ça? Et vous voyez que là, l'infodémie, elle peut aussi être arrêtée. Et ben c'est ça le vaccin, c'est répondre, ne pas transférer et ne pas répondre. Et évidemment, quand la politique se met du vaccin, c'est absolument catastrophique.
puisqu'en fait, quand Trump a commencé à mêler ça à son élection, ou que Poutine a commencé à faire de la pub pour le vaccin Sputnik, et bien en fait, on est passé, par exemple, entre mai 2020 et septembre 2020, il y avait 77% de gens qui voulaient se faire vacciner aux États-Unis et c'est passé à 51% en septembre. Parce que l'aspect politique peut-être que ce n'est pas dû à ça, hein, mais en tous les cas, l'aspect politique est absolument terrible. L'utilisation politique du vaccin, elle nuit énormément au vaccin. Donc en fait, toutes les autorités de santé sont venues, ont fait des communiqués, qu'ils n'ont fait aucun raccourci, qu'ils ont été d'une rigueur absolue parce qu'ils se sentent remis en cause et remis en doute. Alors, comment défendre la désinformation selon l'OMS? Eh bien, la première chose, on doit toujours vérifier les faits et les sources. Et ensuite, on ne doit pas les partager, sauf si ils sont de sources sûres. Il faut faire attention de ne pas partager des choses dont on sait qu'elles sont fausses, mais juste parce qu'on veut dire, t'as vu, mais c'est horrible ce qui est en train de se dire. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma souris, là, qui fait plein de petits dessins. Et puis, il faut être un bon exemple et répondre aux gens qui disent n'importe quoi en leur disant « mais c'est faux ce que tu viens de dire ». Et comme ça stoppe. Et en fait, il y a des sites qui sont agréés de vérification et qui sont ce qu'on appelle des fact-checkers. Et là, vous avez une liste de fact-checkers où vous pouvez aller vérifier qui est cette personne qui dit ça. Et il y a un espèce de tampon de cache-route qui s'appelle le Round Credibility Coalition, c'est-à-dire que pour être agréé en vérification, vous devez passer par cette Round Credibility Coalition. En fait, on est tous responsables, chacun d'entre nous, de diffuser uniquement des faits qui sont fondés sur la science. Alors, il y a 15 jours, j'ai proposé, moi je vous propose de passer à l'action. Donc, on va publier des questions et des réponses en français, en anglais, en hébreu sur notre site internet. Donc, vous voyez la belle photo. Et j'ai demandé s'il y avait des volontaires. Et bien, entre-temps, je les ai reçus, ces volontaires. Et on est une petite équipe formidable de gens qui sont des scientifiques de très très haut niveau, des gens qui s'occupent du site internet, des gens qui s'occupent du côté assistant secrétariat. Et depuis une semaine, on est tous en train de monter des questions-réponses qu'on va publier et qui seront basées uniquement sur des faits connus et reconnus et scientifiques. Et aujourd'hui, j'étais en contact avec une association qui s'appelle Midaat, qui fait la même chose. C'est un site qui est vraiment très axé sur la sécurité des vaccins et sur l'information sur le vaccin. Et elle m'a dit, notre point faible, c'est les autres langues que l'hébreu. Et ben nous, notre point faible, c'est l'hébreu. Donc, en fait, on va se partager comme ça nos informations de façon à pouvoir travailler ensemble. Voilà, alors je remercie beaucoup à un monsieur qui ne sait pas que je parle de lui, qui s'appelle Yoav Rechavi, qui a un PhD de Weizmann et dont j'ai utilisé quelques slides. Et puis juste, je voulais vous rappeler quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? C'est normal que je pense à quel sera l'effet secondaire sur moi. Si je suis que pour moi, que suis-je? Si je ne me vaccine pas, je risque de mettre les autres en péril. Et si ce n'est pas maintenant, quand? Et c'était quand même pas très nouveau, c'était Hillel Azaken. Donc voilà, vous pouvez nous contacter à cet endroit, contact.isop.org.il, parce que depuis 15 jours, on croule sous les questions, mais maintenant on est en train de s'organiser et on sera ravis d'avoir vos questions. Bonjour Elisha. Félicitations pour ce brillant exposé. D'abord, je pense que pour faire de la recherche, il faut être passionné. On ne peut pas faire de recherche sans être passionné, et vous êtes passionné comme ceux qui font de la recherche.
Deuxièmement, je voulais dire que c'est une maladie qui est vraiment terrible. Il faut la vivre comme moi je la vis. Il faut aller dans l'unité Corona d'Adassa, comme je vais de temps en temps pour voir mes patients. Et croyez-moi, c'est très, très difficile à supporter. Récemment, dans le dernier mois, j'ai perdu 3 patients du Covid. Et donc, on est devant une maladie terrible. Et donc, et vraiment, le monde a compris qu'il fallait faire vite. Et ce que vous avez signalé est très intéressant. C'est qu'en général, dans toutes les recherches, on a fait des essais cliniques avant la mise sur le marché et on a vu les effets du médicament, du vaccin, surtout du médicament dans mon cas, avant la mise. Et là, on est obligé de faire en temps direct. Et on n'a pas le choix parce que, je le répète, on a une maladie qui est terrible. Troisièmement, ce que je voulais dire, c'est que la télémédecine est en train de se développer. Nous avons des projets en cardiologie, de télémédecine, ce qu'on appelle un téléphone Raham, où le patient peut parler dans son téléphone et suivant sa voix, on peut déterminer son niveau d'insuffisance cardiaque. C'est un ingénieur israélien qui a mis ça au point et nous l'expérimentons à Beth Shemesh. C'est aussi expérimenté à Beersheba et à Bat Yam. Et nous avons déjà des résultats extrêmement encourageants qui nous permettent de détecter la défaillance cardiaque avant qu'elle n'arrive et de prendre les mesures nécessaires. Quatrièmement, cela me fait penser à toute... en fait, c'est comme un médicament. C'est-à-dire que moi, je reçois 50 coups de fil tous les jours de mes patients qui me demandent s'ils peuvent être vaccinés. Et c'est assez difficile à répondre. Mais j'ai l'impression que plus le patient est exposé, âgé, diabétique, hypertendu, insuffisant cardiaque, et plus j'ai l'impression qu'il va tirer bénéfice du vaccin. C'est-à-dire que ces patients auront des risques d'effets secondaires, indiscutablement, plus que d'autres patients, mais en fait, le bénéfice final va être beaucoup plus grand, important pour eux. C'est le cas des anticoagulants que nous avons hésité dans les années 80 à donner aux gens de 80 ans parce qu'on se disait qu'ils auraient plus d'effets secondaires et que c'est très dangereux. Et maintenant, on n'a plus de limite d'âge parce qu'on sait que ces patients sont plus exposés à la thrombose que les patients jeunes. Donc, je crois que c'est vraiment ces populations à risque qui vont bénéficier encore de la vaccination parce qu'ils sont à risque. Je voulais à nouveau remercier pour vraiment. J'avais deux webinaires en même temps, un webinaire de cardiologie passionnant, mais j'ai préféré vous écouter et remercier le MEDIF de reprendre ses activités. Et j'espère que nous allons continuer dans ce sens. Il faut aussi reconnaître que ce Covid nous a appris à faire cette réunion scientifique dans le monde entier de façon comment dire, branchée. Et ça a changé le monde. Ça a changé le monde. Les congrès n'existent quasiment plus. Mais l'information continue à se propager par le biais de ces outils informatiques. Et je trouve que c'est extraordinaire. Pour quelqu'un de ma génération qui a vu l'évolution de la technologie, nous sommes émerveillés et surtout, il faut que la science continue, que la lutte contre la maladie continue dans tous ses aspects. Ce Covid a aussi arrêté beaucoup de protocoles de recherche qui reprennent maintenant et j'en suis très heureux et nous continuons à lutter pour le bien-être de nos patients. Merci de m'avoir écouté. Moi, je Merci beaucoup. Oui, pardon, attendez 2 secondes. Je voudrais répondre et d'abord remercier Elisha Huizan, brillant cardiologue qui travaille à Dassa de son intervention. Et je voudrais dire à ce propos, parce qu'il y avait une petite question que j'ai vue passer, qu'elle disait gentiment, qui disait pourquoi vacciner alors qu'il y a tant de formes légères dans ce virus? Alors je trouve la question un peu légère, en effet, parce que c'est pas pour les formes légères qu'on vaccine, c'est pour les formes très graves. Et le docteur Usan ici peut témoigner des atteintes cardiaques qui ne sont pas du tout agréables, qui peuvent durer des mois. On a des patients en commun qui ont des atteintes cardiaques, myocardiques et autres. Et donc, il peut aussi en témoigner. Tu veux dire quelques mots, Elisha, sur les atteintes cardiaques ou non, comme tu veux. Alors c'est très intéressant.
Si vous voulez, vous avez un peu de temps. Bon, d'abord, au niveau cardiaque, la première étude a été faite en Israël. Notre petit pays est toujours avant-gardiste. C'est une étude de Yann Koposid, qui est de Ichilov, et il a fait des échographies à tous les patients atteints de Covid qui sont venus dans son hôpital. Il a publié le premier dans le monde sur 100 patients. C'est la première publication, avant les Américains, avant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré que dans le Covid, c'était le ventricule droit qui était souvent atteint. Nous avons des défaillances ventriculaires droites, et souvent par le biais de thromboses. Ce sont des gens qui font des embolies pulmonaires, dont le système de thrombose est complètement déchaîné, avec des embolies pulmonaires, des thromboses un peu partout. Et c'est lui le premier dans le monde qui l'a démontré par le biais de l'écho. Ensuite, on a pensé qu'il y aurait des myocardites. Et en fait, ce n'est pas tellement vrai. Les myocardites, c'est tout à fait débattu. On n'est pas sûr que ce soit lié au Covid. Certains disent que ce sont comme des takasubo, c'est-à-dire ça donne un tel stress que ça peut créer des dilatations, des ballonnisations du ventricule gauche. Voilà l'idée. Je crois que vraiment, la maladie atteint les poumons. Et pour avoir vécu le cas d'un patient de 66 ans, qui avait fait un cathétérisme il y a quelques années, qui était vraiment tout à fait en bonne santé, qui a attrapé le Covid. 3 semaines de réanimation dans la section Covid, intubé, ventilé, et les meilleurs réanimateurs d'Adassa, ce sont mes amis à qui devant tout le monde, je baisse mon chapeau. Ils se sont battus comme des déchaînés, mais ils m'ont dit la chose suivante, et c'est difficile d'accepter de réanimateurs, nous n'arrivions plus à les ventiler. L'eau, on ne peut plus, la machine n'arrive plus à ventiler les patients. C'est-à-dire que c'est une maladie tellement terrible au niveau du poumon qu'elle entraîne une fibrose que la machine n'arrive plus à les ventiler. Et ce patient, après 3 semaines, nous a quittés, et que Dieu repose son âme. Et vraiment, ça a été terrible. C'est un patient qui était sain. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une maladie redoutable. C'est une maladie redoutable dans ses formes graves. Elle peut atteindre tout le monde. Et vous savez que la médecine, ce n'est pas la mathématique. Pour vous donner un exemple, nous avons eu un patient qui a eu 3 opérations du cœur, 3 fois opéré. Quand il a attrapé le Covid, on s'est dit, ça y est, c'est fini. Eh bien, pas du tout. Il a passé le cap du Covid. Alors que ce pauvre malheureux qui a eu simplement un cathétérisme interventionnel il y a quelques années n'a pas pu survivre au Covid. Donc, c'est la règle de la médecine, nous l'avons appris, ce n'est pas une mathématique, mais il faut prendre ça très, très, très au sérieux. Le problème, c'est que nous sommes démunis. Au niveau thérapeutique, nous avons mis l'espoir dans la chloroquine, mais c'est tombé. Nous avons mis l'espoir dans l'azatioprine, c'est tombé. Maintenant, ce sont des thérapeutiques virales. Le seul médicament d'après, c'est tout le temps en contact avec les réanimateurs pour les patients dont je m'occupe, c'est vraiment la cortisone. La cortisone leur permet d'atténuer un peu ces problèmes respiratoires. Mais croyez-moi, quand vous allez en secteur corona, que vous voyez un patient que vous soignez depuis 15 ans et qui est sous 15 litres d'oxygène et qui n'arrive pas à respirer, je vous assure, ça peut vous donner des cauchemars. Et je crois que je félicite la recherche mondiale qui s'est enfin unie, et qui a mis des pouvoirs, l'intelligence humaine et en fait la possibilité matérielle, économique de donner aux chercheurs la possibilité de développer rapidement. Je trouve que c'est très beau au niveau de l'histoire humaine, et comme l'a dit Dr Irène Fermont, c'est une révolution dans la médecine, et je pense que ça va changer notre vie, notre approche scientifique, et je pense que ça va profiter à toutes les maladies qui sont encore présentes, qui tuent les patients, et je suis très heureux dans ce sens. Je pense qu'on peut
On peut conclure et remercier d'abord Irène Fermand pour son brillant exposé très récent et ouvert à tous, et remercier tous les participants, et le nombre de questions a montré combien ce sujet intéressait tout le monde. Bonsoir et à bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.